Salut à tous, une Alia Story de Nathan Benamou. Il est là, c'est la première fois qu'il passe à la radio, il est très ému. Bonjour Nathan. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Bon, tant mieux. Alors, tu es en Israël depuis 7 ans. Voilà. Mais en fait, tu es arrivé il y a de nombreuses années quand tu étais un tout petit garçon avec tes parents. Et c'est une expérience qui t'a beaucoup marqué. Tu avais à peine 4 ans pourtant. Oui, effectivement. C'était une expérience... j'étais au GAN là-bas qu'avec des Israéliens. À Tel Aviv. Effectivement, oui. Ouais. Qu'avec des Israéliens, tu as appris l'hébreu. J'ai appris l'hébreu, j'ai beaucoup oublié après, mais bon, ça a été assez facile après de récupérer quand je suis revenu 14 ans plus tard. Pourquoi ça t'a marqué ? Tu étais un tout petit garçon, tu aurais pu oublier. Pourquoi ça va marquer ? Parce que je pense que quand on est jeune et qu'on change d'un coup d'un pays à un autre, comme ça, c'est quelque chose qui marque. C'est changement d'ambiance. D'ailleurs, je pense que ça s'est fait après coup. Je n'avais pas réalisé sur le moment combien ça allait... Ça allait t'impacter. Pas sur le moment. Ouais, après. Pourquoi vous êtes repartis ? C'était ce qui était prévu. C'était juste une année sabbatique ? Oui. Avec tes parents. Ok. Alors, retour en France, un cauchemar, on peut le dire comme ça. Hein. Non, on va pas dire ça comme ça, mais bon, on va dire que c'était... c'est ton ressenti, on va dire. Non, on va dire que c'était un peu... J'ai trouvé que c'était un peu fade. Et puis bon, c'était... C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup kiffé cette année. Le retour en France était un peu... À Maïmo, c'était un petit peu... C'était dur ? Ouais. Moins, le soleil en moins, les gens, la façon de vivre. Je peux pas, je vais pas faire. Mais c'est ce que tu, c'est ton histoire. C'est un peu ce que j'ai ressenti, mais bon, c'était plus des problèmes d'intégration dans le groupe en France, etc. Mais c'était surtout ça. C'était ça le problème. D'accord. Alors, tu pensais revenir déjà ou pas ? Ouais. C'était. C'est rigolo parce que tu étais un tout petit garçon. Oui, mais je pense que ça s'est surtout fait après que j'ai pris conscience de l'actualité en Israël, donc du début des années 2000, donc. L'Intifada, je me souviens quand j'étais petit, les manifestations pro-palestiniennes assez délirantes dans Paris qui m'avaient beaucoup marqué. Bon, il y a certains événements aussi même si j'étais petit, je me souviens de l'attentat à Sbarro qui était à Bani Yehuda, je me souviens de plein d'événements assez traumatisants, etc. Mais bon, je me souviens des manifestations pro-palestiniennes, déjà à l'époque, je devais avoir 8, 9, 10, 11 ans et ça m'énervait déjà. Ça t'énervait déjà. Non, mais ce qui est rigolo chez toi, parce que quand tu m'as raconté un peu ton parcours, tu te revois sur le bateau quand vous partez, donc tu es un petit garçon qui a presque 5 ans, tu vois s'éloigner Haïfa, tu te dis un jour je reviendrai. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose que j'ai pas oublié et que j'ai réalisé 14 ans après. Et c'était pour la petite histoire, moi c'était surtout le jour où je suis arrivé, c'était j'ai l'impression que c'était loin et proche en même temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il y avait 14 ans qui se sont écoulés, et 14 ans quand 14 ans entre 4 et 18 ans, c'est beaucoup c'est très significatif. Mais bon, d'un autre côté, je dis finalement, c'était pas c'est venu quoi. C'est venu. Bon, alors la France, l'école, pas facile, beaucoup de difficultés scolaires. Des difficultés, on va dire. Ouais. On va dire. Tu changes pas mal d'établissements. J'ai dû changer quelques fois d'établissement, donc j'ai fait un peu l'école juive, un peu d'école laïque. D'ailleurs, c'est très paradoxal, mais je pense que mon identité juive s'est beaucoup plus affirmée à l'école laïque en tant que le juif du groupe plutôt qu'entre juifs. Juifs. Tu t'es construit comme ça, tu t'es affirmé comme ça. Oui, c'était. Puis bon, je pense que aussi, mis à part quelques exceptions. C'est la manière dont le judaïsme, le Kodesh était enseigné en France laissait vraiment à désirer. Et pour moi, c'était beaucoup plus, je me sentais à l'époque beaucoup plus, je voulais me sentir plus israélien que juif. Alors qu'est-ce que tu faisais pour te sentir israélien quand on a 12, 13 ans, 14 ans ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors bon, déjà, j'allais fouiller dans les disques de mes parents, donc j'ai grandi avec beaucoup de classiques, surtout de rock israélien, donc... Je sais pas si beaucoup de Français connaissent ces noms. Tu peux nous donner des noms.
Rami Fortis, Beri Sakharov, Yossi Elephant, Zichrono Livracha, Uzi Ritman. Uzi Ritman, Achaverim Shel Natasha. Donc tu as grandi avec cette musique-là. Tu étais un peu en décalé, quoi, forcément. Oui, les jeunes de ton âge ne connaissaient pas. J'étais en décalé, mais bon, j'ai grandi avec beaucoup, tout ce qui était les classiques des années 90 israéliennes, qui pour moi étaient, qui était l'âge d'or du rock israélien, qui était une bonne décennie, même si les décennies d'avant aussi, il y avait quelques trucs, il y avait des choses pas mal aussi. Donc on se rend compte à quel point la culture israélienne peut être un bon vecteur, si ce n'est d'intégration, au moins de rêver à la terre d'Israël. En tout cas, c'est ce que tu faisais devant leurs clips. Devant leurs clips, devant les disques, surtout, c'était... c'est-à-dire que quand j'ai fait mon alia aussi, énormément genre de Locodidou, tu connais tout ça. Tu connais tout ça. Ça t'a aidé aussi à t'intégrer après, ici. Ça m'a aidé, oui, d'une certaine manière. D'une certaine façon. Mais bon, on va dire que j'ai fait beaucoup de choses pour savoir à peu près à quoi m'attendre. Ouais. En tout cas, c'était dans ta tête. Et le bac, une fois en poche, tu n'as pas hésité à revenir. Non. Seul cette fois. Non, mais c'était quelque chose qui était décidé, qui était à mon avis. Je crois que j'ai vraiment arrêté ma décision des années avant. Je pense que j'ai arrêté ça vers l'été 2007 et bon, ça a pris 4 ans encore, mais... Qu'est-ce qui s'est passé l'été 2007 ? Ça, c'est-à-dire que c'était à partir de là, je rentrais en troisième en septembre 2007 et puis ça commençait les orientations, ça commençait... Donc tu savais que toi, c'était Israël. Alors, tu es arrivé en Israël, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, j'ai fait 1 an d'Eshiva au Machon Meir à Jérusalem, à Kiryat Moshe. Ok. Et donc... Comment ça s'est passé là-bas ? C'était super, c'était super, c'était une année qui m'a appris beaucoup plus, qui m'a changé beaucoup plus que ce que j'aurais cru que ça aurait pu me changer. Et j'ai pu découvrir quand même, j'avais un panorama un peu plus large que beaucoup de nouveaux arrivants sur la société israélienne, mais ça m'a beaucoup forgé d'un point de vue, on va dire, religieux et une moindre mesure politique aussi. Ouais. Mais la politique m'a toujours intéressé, donc c'était... t'étais un peu plus aguerri que les autres, on va dire. Je sais pas plus, mais enfin bon, on va dire. T'avais une autre vision. Ouais, c'était. C'est sûr. Ok, sur la société israélienne. Alors, tu as commencé à faire Shabbat, parce que tu faisais pas forcément Shabbat, ça va ? Oui, mais bon, c'était. C'était dans le processus, on va dire. C'était dans le processus, c'était pas c'était. Mais bon, j'ai aussi veillé aussi à cultiver aussi d'être un peu particulier, de pas toujours être rentré dans le moule, etc. Tu leur posais des questions dérangeantes ? Tu remettais un petit peu en cause je manquais pas de faire d'humour qui faisait grasser des dents. Par exemple, un rave, un exemple, par exemple, j'ai vu à la dérobée qu'un rave habitait à Kiryat Arba. Quelques semaines après, je lui dis alors, comment ça se passe à Kiryat Arba ? Il me dit d'où tu sais que j'habite à Kiryat Arba ? Je lui dis j'ai reçu l'info de Carmi Gilon. Ça n'a pas manqué de faire grincer des dents et de faire monter les soupçons. Comment un petit Français de 18 ans qui vient d'arriver, il connaît... il lit l'hébreu, il écoute en hébreu. Il connaît surtout Carmi Gilon, qui ne rappelle pas forcément de bons souvenirs l'âme. À tout le monde. Bon, alors tu poursuis ton parcours. Alors après 1 an de yeshiva, tu t'enrôles à l'armée. Oui. Voilà, c'était évident pour toi. C'était évident, c'est un peu venu par surprise parce que j'ai fait le Tzav Rishon en mai. Ouais. Et le 28 juin, je vois qu'il n'y a rien, donc je retourne dans les Shket Gios pour voir. Donc c'était jeudi 28 juin. Et là, il y a une Ktsina Rav Seren qui me dit attends, je vais voir 2 minutes. Il fait ah oui, tu rentres dimanche. Donc j'étais un peu choqué, je dis mais c'est dans 3 jours. Il fait oui, tu rentres. En gros, si j'étais pas venu les voir, j'aurais même pas su, j'aurais été compté comme déserteur. Bon, j'étais un peu choqué, donc j'essaie un peu de discuter. Puis à la fin, je me dis bon, je vais rentrer dimanche et puis. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc bon, c'était une dernier Shabbat qui était avec la yeshiva qui était dans le sud de Tel Aviv. Après, je prépare un petit sac, j'arrive difficilement à dormir. On imagine. Difficilement, je me réveille plutôt qu'à l'accoutumée. Une petite fille là, et je monte dans le train pour aller à Givat Moshet. La peur au ventre. Tu savais dans quoi t'étais enrôlé quand même ?
Ou même pas? Non, même pas. Je suis parti à Mikvé Alon. Ouais. Alors, c'est vrai que depuis que je suis petit, mon rêve le plus cher, et ça a été ça restera toujours un de mes grands regrets. C'est que je voulais être pilote. Je voulais faire le cours Thaïs. J'ai très vite compris que ce serait impossible. Donc c'est la vie. C'est pas grave, t'as fait autre chose que. J'ai fait non, mais puis bon, comme on dit dans l'humour de Tzal, un jour pilote, toujours artilleur. C'est ce que tu as fait, t'es artilleur. Ouais, enfin c'était aussi c'était pas venu comme ça. C'est pas j'étais pas venu au départ, j'aurais pas pensé servir dans l'artillerie. Mais après 3 semaines de Mikvé Alon, j'ai un peu réfléchi. Bon, toute ma famille a servi dans Chelat Otranim. Donc tu t'es dit, on va faire pareil. Ouais. Tu t'es inscrit dans l'histoire familiale. Oui, tradition familiale. Comme ça, j'avais un oncle qui était capitaine ici, un autre qui était chef de pièce, et j'avais un cousin qui était déjà depuis 4 mois quand je me suis engagé, qui était aussi dans l'artillerie. Donc moi, je suis parti ici. Dans cette voie-là. Ouais. D'accord. Donc ça a duré 3 ans, évidemment. Non, ça a duré un peu moins 1 an et demi parce que tu étais volontaire, c'est ça? Alors j'ai fait 1 an et 2 mois et j'ai signé plus. J'ai fait 2 ans et 2 ans et demi d'armée. 2 ans et D'accord, 2 ans et demi. ok. Donc tu as eu des moments compliqués parce que tu as passé bien sûr Tsuketan, tu étais en plein dedans. J'étais à la fin de mon service militaire, ouais. Tu étais dedans. Oui, j'étais dedans. Bon, il y a eu Chouvo Achim avant, il y a eu un petit peu de... On a dû marcher comme ça pour faire des arrestations, faire des patrouilles, faire des ratissages pour espérer retrouver les ouais. Et puis bon, après, on a reçu la nouvelle, on est resté encore 2-3 semaines un petit peu en stand-by là où on était. Mais bon, on sentait que ça bougeait. Que ça chauffait, on savait qu'il y avait de grandes chances qu'on parte à Gaza, et le 8 juillet 2014, je m'en souviens encore, j'étais à un mariage et je reçois un message tout de suite, d'un copain de l'armée, il fait « On part à Gaza, reviens tout de suite à la base ». Bon, je suis rentré et j'étais en tenue pour un mariage. En tenue de mariage, j'étais parti à la guerre. Non, donc j'ai dû enlever vite les tenues de mariage, me remettre en uniforme, etc. et plier tout le matériel pour être prêt à partir. Ça, c'est quelque chose qui a dû être inoubliable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est gravé au fer rouge dans ton esprit. C'est quelque chose. C'est forcément. Quand on est au lait, bon, je pense pas que j'ai eu. Il y a eu des guerres plus dures que ça. Il y a eu je pense, des expériences quand même plus traumatisantes que la mienne. Non, c'est sûr, mais chacun à son niveau, on imagine. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui est marquant. C'est quelque chose après quand on sort de la. Enfin, je suis sorti pas longtemps après. Mais bon, quand on finit avec ça, il faut un petit mois pour digérer. Ouais. Quel a été le moment le plus marquant pendant Tsuketan pour toi? Le jour où ils ont le jour de l'enlèvement d'Adar Goldin. C'est quelque chose. Il y a eu ça, et puis il y a aussi des jours comme ça. Bon, c'est-à-dire que quand on a de temps en temps notre téléphone et on reçoit sur Ynet on se mettait sur Ynet pour voir, etc. Donc quand on reçoit le nom des morts, il y a toujours, ça arrivait plusieurs fois qu'il y avait un copain quelqu'un qui connaissait je me souviens valait mieux pas regarder les infos. On peut pas s'empêcher de regarder les infos, et donc ça arrivait qu'il y avait un copain qui connaissait un qui était tué, que moi j'avais rencontré brièvement dans une fête dans le nord, donc il s'appelait Bar Rahav, et je voudrais saluer sa mémoire. Sa famille, s'ils peuvent, même si c'est des sa mémoire et sa famille, voilà. Des Simprin. Voilà. Donc Adar, pour toi, le jour quand même, en dépit de ces journées, on imagine pleines d'émotions, de difficultés. Pour toi, le 1er août 2014. Le vendredi 1er août, c'était une journée de repos, donc on nous avait laissé aller dormir. Pas dormir, d'aller nous doucher. Il y avait des douches de terrain. Donc on a été se doucher, ça faisait du bien. Et donc je reviens un peu tranquillement. Je passe devant une pièce d'artillerie et qui commence à tirer. Je suis sous la pièce d'artillerie et elle tire. Donc je reçois toute la poussière et le bruit assourdissant comme ça par surprise. Donc je commence à recourir quand même si je suis un peu choqué. Sonné, ouais. Et j'entends dans le bruit Hannibal, Khatifat Rayal. Je commence à comprendre que quelque chose de pas très. Khatifat Rayal, c'est enlèvement d'un soldat. C'est pas très
pas très encourageant. Et donc on a compris que c'en était fini du cessez-le-feu. Et bon, on n'a pas arrêté de tirer donc chaque obus d'artillerie c'est 46 kilos, donc il faut lever sans penser. Et bon, au bout de 3-4 heures, même avec l'adrénaline, 46 kilos quand on doit les lever les uns après les autres, c'est vraiment très dur. Et bon, à un moment, moi, j'en pouvais plus. Et là, j'entends encore un copain dont justement qui commence à hurler. Il y a un soldat qui s'est fait enlever. Ok, donc c'est un truc on peut pas oublier. On peut pas oublier. Non, c'est l'incertitude, l'incertitude, le fait qu'on nous demande de tirer dans des proportions qu'on a. Pas l'habitude. Pas l'habitude, c'est. Ouais, non, c'est. Tu sentais que c'était une journée un peu particulière. Je pense que tout le monde l'a ressenti. C'est dur de oui, pas. Non, mais c'est sûr, c'était très spécial. Mais enfin, vécu de l'intérieur, on n'a pas toujours l'occasion d'entendre des témoignages comme ça de ceux qui étaient dedans. Vécu de l'intérieur, on le fait. On fait l'événement. On fait l'événement, mais bon. On savait à peu près, on avait déjà eu malheureusement l'enlèvement des 3 gamins avant, donc on s'imaginait comment ça allait être ressenti. Ouais. Alors, tu termines l'armée, bien sûr, et tu commences. Alors, tu fais pas de grands voyages. Peut-être maintenant, peut-être après. Ok, bon, enfin après, ça fait déjà 4 ans que tu as terminé, mais tu n'as pas fait de grands voyages tout de suite. Tu t'es jeté dans les études. Ouais. Tout de suite. Qu'est-ce que tu as étudié ? Sciences po et criminologie. J'ai fait une Mérina avant à Bar-Ilan. Bon, après l'armée, ça avait l'impression d'être un club de vacances. D'un coup. Je comprends. Non, d'un coup, tu peux te rhabiller comme tu veux, tu ressors quand tu veux, tu vas pas en cours, personne te. Je te dis rien. T'as plus de hiérarchie avec des ordres à respecter, la montre à suivre. Oui, mais bon, je pense que l'armée aussi inculque un certain sens de la discipline qui est pas négligeable. Qui aide pour les études, ça c'est sûr. Qui aide pour les études, mais qui aide aussi pour la vie. Ça veut dire que, c'est-à-dire que à l'armée, quand tu arrives en retard, tu fais 10 pompes. Mm-hmm. Plus tard, quand ce sera, on va dire, autrement plus. C'est-à-dire quand on aura rattaché une famille, des enfants à nourrir et qu'on arrive trop souvent en retard, t'es viré. C'est au lieu de 10 pompes, c'était viré. C'est quand même, c'est autrement plus. Ouais. Ça a plus de conséquences, ça c'est sûr. Donc tu finis ton tour à Rishon maintenant aujourd'hui ? Ouais. Tu as terminé ou tu es en passe de finir ? Je suis en passe de finir. Tu as donc Sciences Po, criminologie. Qu'est-ce que tu veux faire après ? Alors, on continue un tour Archénie. Ouais. Trouver du travail en parallèle. Je travaille comme. Tu travailles à la police ? C'est une des options. C'est une des options. C'est pas sûr, mais bon, ça peut être une des options. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bonne chance. Bonne chance pour la suite. Tes parents t'ont rejoint depuis ? Ouais, 3 ans après. C'est en août-septembre 2014. D'accord, donc tout le monde est pratiquement là. Ouais, on peut dire ça. Ok, alors on voulait te mettre un petit peu en lumière, voilà, un parcours d'un jeune qui a donné de son temps à l'armée d'Israël. C'était important de le souligner. On fera une émission avec toi pour parler de ton rôle à l'armée et de ton unité, plus particulièrement des autres animes. Voilà. Merci beaucoup Nathan Benamou. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.